Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder un sujet qui a une actualité de plus en plus marquante. On l'a vu depuis le début de l'année avec le développement de ChatGPT et les discussions autour de ce sujet, à savoir la question de l'intelligence artificielle. Et nous avons donc deux intervenants pour nous en parler. Je commence par toi, Manuel. Je ne suis pas sûr qu'il soit forcément nécessaire de te présenter en détail. Tu es le coordinateur national de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône de Marseille. Tu as touché à l'intelligence artificielle dans ta vie professionnelle. Tu as été également rapporteur fictif au Parlement européen sur le cadre éthique intelligence artificielle et robotique et sur la stratégie européenne sur les données, donc des sujets que tu connais bien et pour lesquels tu as une certaine affection. Et à ma droite, Anna Lambert, qui est membre du Conseil national du numérique et qui est autrice du livre Schizophrénie numérique, qui, si je ne me trompe pas, est également disponible à l'espace du livre. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais laisser la parole à nos deux intervenants, d'abord à Manuel et ensuite à Anne, et après nous prendrons plusieurs salves de questions. Merci. Merci Kevin, bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus nombreux comme ça sur une conférence qu'on a mis sur un sujet qui est pas forcément un sujet qu'on a l'habitude d'aborder dans nos universités d'été, mais qui, tu l'as dit, qui est un sujet qui rentre un petit peu dans l'actualité. Et honnêtement, on avait une interrogation sur le nombre de personnes que ça allait intéresser. Donc je suis content de voir qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par ce sujet. Parfois, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a des journalistes, des gens qui me disent mais vous êtes pour ou vous êtes contre l'intelligence artificielle? Je dis c'est pas vraiment la question. Et donc l'idée de ce premier moment d'échange, enfin il y en a déjà eu un plutôt sur le capitalisme numérique avant-hier, mais ce premier moment d'échange à la France Insoumise sur cette question, c'est qu'on commence à traiter cette question. Et on a préparé avec Anna Lambert. Et moi, je vais faire une première présentation autour de quelques points, de quelques éléments de contexte, peut-être démonter une idée reçue, un peu un mythe, qui est le mythe de l'intelligence artificielle dématérialisée, où il n'y a pas de travail derrière, il n'y a pas de force humaine derrière qui se mobilise. Un point sur les dangers, parce que quand on nous dit vous êtes pour ou contre, c'est souvent parce que on voit les points négatifs, les menaces, les risques, les inquiétudes que peuvent faire peser l'intelligence artificielle. Et puis en même temps, un dernier point sur des propositions, parce que le problème, c'est pas l'intelligence artificielle en soi, c'est qu'est-ce qui peut être fait de l'intelligence artificielle. Et donc la question de quel est un cadre de régulation, quelles propositions on pourrait porter, sans avoir honnêtement la prétention de faire des propositions qui soient exhaustives, mais peut-être d'ouvrir un peu le débat, et Anna Lambert réagira peut-être avec parfois des éléments peut-être d'accord, parfois des éléments de critique. L'idée, c'est que l'échange soit stimulant entre nous, et puis ensuite on vous laissera la parole pour qu'on puisse aussi échanger ensemble. Le contexte sur ce sujet de l'intelligence artificielle, il a été un peu abordé par Kevin en introduction, mais c'est vrai que cette année, alors que ça fait depuis plusieurs années qu'on parle d'intelligence artificielle, bien sûr, depuis plusieurs décennies même, hein, si on regarde les travaux scientifiques sur le sujet, les premières publications sur ce sujet, c'est dans les années 80, donc ça fait longtemps qu'on parle d'intelligence artificielle, mais cette année, ça a un peu explosé aux yeux du grand nombre, avec notamment la question de ChatGPT, ça a été abordé, et avec des premières prises de position ou des premières décisions, soit de chercheurs, d'intellectuels, d'État, qui disent attention, il y a des risques, il ne faut pas faire n'importe quoi sur ce sujet. Cette année, au mois de mars, il y a eu notamment un courrier qui a été signé par 1100 personnes, dont Elon Musk, le fondateur d'Apple, Steve Wozniak, des professeurs spécialistes d'intelligence artificielle, qui appelaient les laboratoires de recherche et de développement en intelligence artificielle à faire une pause, à interrompre immédiatement les développements, parce que, en gros, il y a une inquiétude, où ça va, on ne sait pas trop, etc. Il y a eu aussi une décision, c'était le même mois, au mois de mars, des autorités italiennes qui ont ouvert une enquête judiciaire sur ChatGPT, en reprochant à ChatGPT de ne pas respecter la législation sur les données personnelles et de ne pas avoir de système pour vérifier l'âge des usagers mineurs. Il y a aussi des inquiétudes qui ont été exprimées, par exemple par les éditeurs de presse, qui disent qu'il y a une difficulté avec les algorithmes d'intelligence artificielle et qui s'interrogent sur qu'est-ce qui va advenir de la presse, y compris de la presse en ligne, si vous avez des algorithmes qui peuvent absorber l'ensemble des articles et les reproduire. Donc rien n'oblige ensuite à
à attribuer l'information aux médias qui l'a produit. Donc ça fait peser aussi un certain nombre d'inquiétudes sur ce sujet. C'est pareil sur l'industrie du disque. Et le 1er et le 2 novembre, il y aura un sommet international sur l'intelligence artificielle qui va avoir lieu en Grande-Bretagne et qui a pour objectif d'examiner les risques de l'intelligence artificielle et de discuter sur la manière avec laquelle ils peuvent être atténués, on va dire, par une action coordonnée à l'échelle internationale. Ça, c'est juste quelques éléments du contexte pour dire oui, le sujet des opportunités et de la balance entre les opportunités et les risques de l'intelligence artificielle est un sujet qui est un sujet d'actualité particulièrement chaud, vu ces différentes initiatives et prises de position. Maintenant, je voudrais juste essayer peut-être de démystifier un mythe, une croyance ou ce sentiment que finalement, quand on parle d'intelligence artificielle et du numérique de manière générale, on voit les machines, on voit les algorithmes, et on donne l'impression, on donne le sentiment, on fait comme si finalement il n'y avait rien derrière, et on cherche à invisibiliser le fait que derrière tout ça, il y a du travail humain, il y a une consommation de ce travail humain. Mais le système capitaliste, de mon point de vue volontaire, cherche toujours à essayer d'invisibiliser cette dimension, parce que si elle n'était pas invisibilisée, ça poserait la question de la rémunération de ce travail humain. Voilà. Et quand on donne l'impression que c'est les machines qui font, les machines, on n'a pas besoin de les payer. Voilà. Donc ça pose un certain nombre de questions, de sujets, et ça ouvre un débat qui est vraiment, de mon point de vue, ou un sujet qui est de mon point de vue vraiment l'impensé, le non-dit quand on aborde ces questions d'intelligence artificielle. C'est toute la problématique sociale qu'il y a derrière, de ce qu'on appelle les travailleurs du clic, c'est-à-dire ces gens qui passent à longueur de journée du temps dans des endroits, d'ailleurs c'est souvent pas le cas en France, c'est plutôt dans des pays où les conditions de travail sont beaucoup moins développées que chez nous, et qui passent leur journée à cliquer, à aider les algorithmes d'intelligence artificielle à être entraînés en disant ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est un chien, voire parfois à répondre à la place de l'algorithme de l'intelligence artificielle quand il n'est pas capable d'y répondre. Quand vous allez demander à un algorithme d'intelligence artificielle de reconnaître une photographie, pour une partie, c'est vraiment la machine qui va vous répondre à travers un travail d'entraînement, parce qu'elle aura absorbé beaucoup d'images de chats et d'images de chiens, et elle pourra dire ça ressemble plutôt à un chat, ou ça ressemble plutôt à un chien. Mais parfois la machine ne sera pas capable de le faire, et c'est une intervention humaine qui va répondre à la place, et ça on le sait souvent peu. J'ai donné cet exemple des travailleurs du clic, mais les travailleurs du clic, bien sûr, c'est autre chose, et c'est aussi notamment tout le développement de l'économie autour des plateformes. Et ça, c'est un sujet peut-être qu'on connaît un peu plus, sur lequel on a travaillé en tout cas depuis un certain nombre d'années, qui est la question de l'économie des plateformes, des travailleurs numériques, de leur rémunération, et de comment cette économie des plateformes, elle est utilisée par le système capitaliste aujourd'hui pour essayer de contourner les réglementations du travail qui ont été acquis de haute lutte dans notre pays, avec cette illusion que quand vous êtes inscrit sur une plateforme Uber ou sur une plateforme Deliveroo, on vous fait croire que vous êtes en quelque sorte votre propre patron. Et donc à partir de ce moment-là, comme vous êtes votre propre patron, les règles qui régissent normalement le rapport entre un patron et un salarié ne s'appliquent pas pour vous. Mais en vérité, vous n'êtes pas votre propre patron, puisque vous recevez à longueur de journée des consignes qui vous disent d'aller chercher telle personne à tel endroit, d'aller livrer tel repas en allant le chercher à tel endroit, et de l'amener à tel endroit, et que si vous ne le faites pas, vous allez être désinscrit ou disqualifié de cette plateforme. Vous n'avez pas la possibilité de choisir vous-même le travail que vous voulez faire. Et donc c'est un autre exemple de ces travailleurs du clic, dont leurs conditions de travail sont en permanence confrontées à des logiques algorithmiques, des scores de réputation, des tests automatisés, et qui modifient en quelque sorte, ou en tout cas qui posent une question sur les conditions de travail de ces travailleurs du clic. Et on le sait, il commence à y avoir des premières études sociales sur ce sujet.
qu'ils sont particulièrement exposés, particulièrement confrontés à la précarité, à l'isolement social, aux problèmes de surménage, aux rythmes de vie qui sont déstructurés, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le bien-être physique et mental de chacun de ces travailleurs et de ces travailleuses. Bon, donc c'est pour donner quelques exemples de ce travail du clic. Mais il y a une autre forme du travail du clic, qui est la production de ces données. Les données qui sont utilisées pour enregistrer des plateformes, etc., elles sont produites par chacune et chacun d'entre vous. Vous allez sur des sites internet, vous allez laisser des traces de votre activité sur les sites internet. Elles vont être captées sous forme de données. Parfois, c'est des données que vous allez donner volontairement, parfois, c'est juste des données d'observation de ce que vous allez faire. Et en quelque sorte, on peut dire que chacune et chacun d'entre nous, vous fournissez un travail gratuit dont la valeur est captée intégralement par ces entreprises et ces plateformes numériques, puisque les données qu'elles utilisent pour produire leur travail ne donnent pas lieu à une rémunération. Donc l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste des machines, ce n'est pas juste des algorithmes, c'est des réalités matérielles, concrètes, avec des gens derrière. C'est aussi des infrastructures matérielles qui sont extrêmement lourdes et qui sont aussi des sujets qui commencent à monter dans un certain nombre d'endroits, avec le développement d'immenses centres de données, de data centers. Il y en a 250 en France, qui commencent à faire poser des questions. Je vais y venir ensuite, en matière par exemple d'urgence climatique, de consommation énergétique, d'accumulation des terres pour mettre ces immenses centres de données dans un endroit. Et je sais qu'il y a un certain nombre de villes, c'est le cas par exemple à Marseille, qui souhaitent devenir en quelque sorte une sorte d'immense hub de données. Alors ça commence à poser des questions sur l'appropriation des espaces de la ville pour en faire des immenses centres de données. Et puis c'est l'intelligence artificielle aussi, une consommation énorme de ressources énergétiques. Si vous prenez les études de l'ADEME, je vous lis l'étude de l'ADEME, les plus gros data centers consommeraient un peu plus de 45 gigawattheures par an, ce qui correspond à la consommation électrique de 9000 foyers. Et la mise à jour d'un simple modèle d'intelligence artificielle pourrait absorber l'équivalent de la consommation de 100 foyers américains sur un an. À chaque fois que ChatGPT répond à 20 à 50 questions, c'est 500 millilitres d'eau qui sont utilisés, soit l'équivalent d'une petite bouteille d'eau, de 50 centilitres. Et il y a donc des enjeux de consommation énergétique, il y a des enjeux de consommation de matériaux rares, il y a des enjeux de consommation d'eau, il y a la nécessité d'extraire des matières premières pour élaborer cette infrastructure, et c'est source d'une énorme consommation d'eau et d'un certain nombre de pollutions. Juste voilà, pour rappeler ça, l'intelligence artificielle, c'est pas que vous êtes sur votre ordinateur et il y a une machine qui va répondre à une question à laquelle vous allez poser. Derrière, il y a des réalités matérielles avec des impacts matériels concrets. Maintenant, peut-être un deuxième partie sur les dangers de l'intelligence artificielle dans un régime capitaliste comme celui dans lequel on est aujourd'hui. D'abord, il faut rappeler que le secteur du numérique aujourd'hui, il est dominé par quelques acteurs, quelques grands acteurs. On parle, vous savez, souvent des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. On parle parfois moins, mais ça existe aussi, de l'équivalent chinois des GAFAM, qui s'appelle les BATX. C'est Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, qui sont dans des situations de monopole et qui accumulent des données de manière extrêmement massive, qui détiennent de plus en plus une part de plus en plus importante, croissante, d'infrastructures stratégiques, par exemple qui commencent à s'approprier les câbles sous-marins qui permettent le transit des données entre les océans, et qui commencent à avoir des velléités qui sont normalement traditionnellement des velléités régaliennes. J'en veux pour preuve, par exemple, qu'il y a eu un projet, pour l'instant avorté, de Facebook pour développer une monnaie qui s'appelait Libra. Donc le poids croissant de ces acteurs-là
pose des questions, confronte les États, y compris à des défis majeurs, à des contestations d'un certain nombre de pouvoirs, de velléités qui étaient initialement prises en charge par les États. Premier élément de danger qu'on peut voir autour de développement de l'intelligence artificielle dans le système capitaliste. Deuxième, il est moins connu, mais il commence à y avoir un certain nombre d'études sur le sujet, sur le fait que, puisque les algorithmes d'intelligence artificielle sont des algorithmes qui, à partir de données, acquièrent une compréhension de la logique de ces données pour ensuite la reproduire, alors elle reproduit aussi ce qui existe dans les données et que l'on combat. Et donc elle reproduit aussi les inégalités raciales, les inégalités de genre, les inégalités qui prévalent dans la société, et même elles ont tendance à les accroître et à les aggraver. Et j'en veux pour preuve, je peux vous citer par exemple le rapporteur spécial des Nations Unies sur le racisme qui dit « Des sociétés comme Facebook ont des modèles économiques et commerciaux qui leur permettent de profiter activement de la désinformation, de la discrimination et de l'intolérance. » Si vous voulez un cas concret de ça, c'est par exemple le développement par l'armée israélienne d'un certain nombre d'armes qui s'appuient sur l'intelligence artificielle, qui déploient un certain nombre d'applications, qui a vocation à faciliter, j'aime pas le terme, mais vous comprendrez pourquoi je le mets entre guillemets, l'usage par l'armée israélienne de déterminer, par exemple, à partir d'une image, si telle ou telle personne, c'est un Palestinien ou si c'est un Israélien. Et il y a des applications qui commencent à être développées par l'armée israélienne sur ce sujet, qui s'appuient sur une base de données que certains appellent le Facebook secret des Palestiniens, et qui leur permet de clignoter de manière différente si la personne qu'ils ont en vue est une personne palestinienne ou une personne israélienne. Donc il y a la possibilité pour ces algorithmes d'intelligence artificielle de reproduire des discriminations, de reproduire des éléments qu'on combat dans la société, mais qui existent aussi dans la manière avec laquelle l'intelligence artificielle va reproduire des tendances qu'elle observe dans la société. En mars de cette année, l'armée israélienne elle a reconnu officiellement qu'elle avait incorporé l'intelligence artificielle dans son système de défense afin de l'aider à prendre des décisions offensives en déterminant par exemple le caractère militaire ou le caractère civil d'une cible. Bien sûr, quand on parle d'intelligence artificielle, ça a été cité dans l'introduction de Kevin tout à l'heure, pas très loin de ça, et il y a la question des robots et du développement des technologies robotiques, qui là aussi, il ne s'agit pas de dire que tous les robots, c'est un problème. Si on est en capacité de produire des machines qui peuvent se substituer sur certaines fonctions nécessaires, indispensables à la société pour les prendre en charge à la place de citoyennes ou de citoyens, c'est pas le problème. Mais en l'absence de tout cadre réglementaire, il est clair que le développement des industries robotiques peuvent donner et produire des horreurs. Et notamment, on sait qu'il y a des travaux de recherche qui sont faits sur des systèmes d'armes létales autonomes, c'est-à-dire qui se débrouillent tout seuls et qui décident si oui ou non il faut ouvrir le feu, si oui ou non il faut tirer, en fonction de l'analyse d'un certain nombre de paramètres. Et donc on voit bien que s'il n'y a pas un cadre légal, réglementaire qui permet d'encadrer le développement de ces technologies robotiques, alors clairement elles peuvent amener à des graves erreurs et à des graves problèmes. Troisième ou quatrième élément d'inquiétude sur le développement de ces stratégies, de ces algorithmes d'intelligence artificielle, c'est l'émergence de tout ce qu'on va appeler le management algorithmique, le management par des algorithmes, avec la possibilité, ça existe depuis déjà un certain nombre d'années, hein, notamment dans les grands centres logistiques, on sait que c'est de plus en plus le cas, c'est-à-dire de surveiller l'activité des travailleuses et des travailleurs avec des puces, avec des données qui leur permettent de dire tu n'as pas respecté tes performances, il faut que tu ailles plus vite, tu as réussi à préparer que tel nombre de colis dans l'heure, alors que pour que tu sois un bon salarié, il faut que tu fasses tel nombre de colis dans l'heure.
Et donc il y a la pression qui augmente sur le mouvement des travailleurs, sur leur rythme de travail, qui limite leur pause. Et le développement de l'intelligence artificielle, il peut pousser à ça. Et donc c'est aussi un élément d'inquiétude. Bien sûr, il y a toutes les inquiétudes, celles-là, je n'ai pas besoin de les détailler trop en détail, je pense, parce que vous les connaissez, vous les partagez, mais sur tout le développement de ce qui va être la société de la surveillance généralisée. On a examiné à l'Assemblée nationale il y a quelques mois de ça une proposition de loi dont le nom était en soi assez bénin, c'était une loi pour préparer les Jeux Olympiques de l'année prochaine. Et dans cette loi étaient commencées à être développées des stratégies, par exemple, de reconnaissance faciale en utilisant les outils de l'intelligence artificielle. Donc on voit le risque, là aussi, que ces technologies, si elles ne sont pas encadrées, si elles ne sont pas réglementées, peuvent faire peser sur la défense et la sauvegarde de nos libertés individuelles. Voilà. Maintenant qu'on a dit ça, qu'on a bien parlé des dangers, des risques, peut-être qu'on a peur. Je ne vais pas détailler les opportunités, mais il y en a. Je parlais tout à l'heure de la possibilité parfois de se substituer à des tâches humaines qui sont des tâches humaines pénibles. Je pense qu'on n'a jamais fait partie d'un courant politique qui considère que quand on peut avoir des gains de productivité et quand on peut épargner à des travailleuses et à des travailleurs des tâches pénibles, ce n'est pas un problème pour nous. La question qui est posée ensuite, c'est à qui profitent ces gains de productivité? Est-ce que ces gains de productivité ils sont absorbés par le patron? Est-ce qu'ils sont absorbés par le capital? Ou est-ce que ces gains de productivité ils permettent d'alléger effectivement la charge des travailleuses et des travailleurs, de réduire le temps de travail, de faire en sorte que pour un temps de travail plus faible, on puisse avoir la même rémunération, puisque les progrès de la productivité font qu'on a besoin de moins de temps de travail pour produire la même quantité de richesse que ce qu'on avait besoin de produire avant. Et là, je fais une petite parenthèse, mais ça nous amène à tous les débats qui existent sur la réduction du temps de travail, réduction du temps de travail dans la journée, réduction du temps de travail dans la semaine, réduction du temps de travail dans l'année, réduction du temps de travail dans la vie. On sort d'une grande bataille sur la réforme des retraites, où vous entendez en permanence ce fameux argument oui, mais comme on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps. Mais ce que ne disent jamais ceux qui disent qu'on vit plus longtemps, c'est que la productivité du travail a augmenté dans des proportions qui sont des proportions importantes, et qu'à partir de ce moment-là, on a besoin de travailler moins longtemps pour produire la même quantité de richesse que l'on produisait avant, par exemple en 3 heures. On va avoir besoin d'1 heure pour produire cette même quantité de richesse. Et donc la question qui nous est posée, c'est les 2 heures restantes, à quoi elles servent? Est-ce qu'elles servent à faire en sorte que les dividendes de l'actionnaire soient plus importantes, ou est-ce qu'elles servent à faire en sorte qu'on puisse réduire la durée du travail, du temps de travail obligatoire avec une même rémunération? Tout ça pour dire que si j'ai beaucoup insisté sur les risques que peut faire peser l'intelligence artificielle, ça ne veut pas dire qu'on est contre en soi le développement de l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on pense qu'il faut des réglementations, qu'il faut des cadres qui contrôlent son utilisation et que les développements des algorithmes ou des outils d'intelligence artificielle peuvent être aussi des sources d'opportunités pour alléger la charge des travailleuses et des travailleurs, pour faire des progrès techniques. Kevin disait tout à l'heure en introduction que dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé un peu sur ces sujets. Quand vous travaillez, ça a été mon cas, sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de scanner des radios du cœur de nombreux patients pour essayer de détecter de manière précoce le développement de cas de cancer. Bon, si on réglemente bien ça, on ne peut pas être opposé à l'idée qu'on va être plus efficace, meilleur pour essayer d'identifier le développement de cancers pour pouvoir mieux les traiter. Donc autour de l'intelligence artificielle, il y a des opportunités formidables. Mais ces opportunités formidables, comme toutes les opportunités et comme tous les progrès techniques, elles sont aussi porteuses de risques formidables. Et donc la question qui nous est posée,
c'est la réglementation. Tout un autre sujet, peut-être un certain nombre d'entre vous ici, pour vous dire que c'est un sujet qui n'est pas nouveau, ont vu le film Oppenheimer qui est au cinéma en ce moment. Ah ben là, je pense que vous voyez à quel point il y a toujours eu dans la communauté scientifique des dilemmes éthiques, des interrogations, des questions sur à la fois on va développer quelque chose et on se dit la science va faire des progrès extraordinaires, ça nous permet des opportunités extraordinaires, et à la fois en même temps c'est inquiétant parce que ça peut conduire à n'importe quoi. Donc, et pour laisser ensuite la parole à ma co-débatteuse, quelles idées, quelles propositions on peut mettre sur la table? Bon, donc là, je relais un certain nombre de propositions qui, encore une fois, sont ouvertes au débat. Je reconnais ici qu'il y a des camarades qui sont membres du livret numérique de la France Insoumise. Je pense qu'ils prendront la parole tout à l'heure. On a déjà des propositions, on a déjà travaillé à la France Insoumise sur ce sujet, mais c'est vrai que comme le sujet devient de plus en plus important, peut-être qu'il faut qu'on renforce encore nos propositions là-dessus. La première proposition ou priorité que je veux relayer, elle est à l'échelle internationale. Sur ces sujets-là, on a besoin d'agir à l'échelle internationale, de mettre en place des réglementations internationales, parce que c'est toujours la même question. Sinon, il y a des gens qui vont vous dire oui, mais vous ne voulez pas utiliser ces technologies en France, mais elles sont utilisées ailleurs, donc on va prendre un retard. Je sais pas. Donc il faut qu'il y ait des cadres et des réglementations internationales. Et il y a notamment une recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle qui a été adoptée par l'UNESCO en 2021. Et on considère que sa mise en œuvre serait nécessaire. C'est un cadre éthique pour l'instant, ce n'est pas des cadres avec des recommandations éthiques. Par exemple, cette recommandation, elle affirme que tous les individus devraient pouvoir accéder aux enregistrements de leurs données personnelles et même les effacer. La question du contrôle de ses propres données. Elle interdit explicitement l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle pour la notation sociale, ce qu'on disait tout à l'heure sur le management algorithmique, et pour la surveillance de masse. Elle a été adoptée par l'ensemble des États de l'Organisation des Nations Unies, mais il y en a seulement 40 d'entre eux, des États des Nations Unies, qui ont commencé effectivement avec l'UNESCO à travailler à la mise en œuvre de ce cadre éthique. Deuxième prise de position internationale qui est intéressante, c'est celle du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a proposé de créer une nouvelle entité des Nations Unies qui s'inspirerait de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou du GIEC par exemple, qui permettrait de rassembler toutes les recherches en cours sur l'intelligence artificielle et émettre des recommandations à la communauté internationale, c'est-à-dire se doter d'un comité international d'experts scientifiques qui peuvent dire attention, il y a tel risque, soyez vigilants, il faut traduire dans votre loi, il faut faire tel effort, telle évolution législative. Deuxième proposition. Troisième proposition, c'est bien sûr renforcer les droits des travailleurs, donc de modifier, de faire évoluer le code du travail, la protection des travailleurs en matière d'accès à leurs données et sur la manière avec laquelle ces données sont utilisées, stockées ou partagées en dehors de la relation de travail. C'est renforcer le rôle des organisations syndicales dans le contrôle de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de l'entreprise. Par exemple, pour vous donner un exemple, il pourrait y avoir des conventions collectives qui fixent des limites à la surveillance exercée sur les travailleurs au moyen de l'intelligence artificielle, qui fixe des critères pour accroître la transparence des processus décisionnels. Ça, c'est ce qu'on pourrait faire pour peut-être essayer de limiter les dangers, les risques. Vous allez me dire, c'est vague. Oui, c'est ample, on va dire. Ensuite, ça mérite d'être précisé. Puis ensuite, il y a la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour utiliser les aspects positifs de l'intelligence artificielle. Et ça, je vais vous raconter quelque chose que je ne connaissais pas, pour être tout à fait honnête, avant de préparer cette conférence, mais qui m'a intéressé, qui est, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ce qui s'appelle le projet CyberSyn. Et le projet CyberSyn n'est pas nouveau, il ne vient pas de l'intelligence artificielle. Le projet CyberSyn a été développé au Chili sous Salvador Allende. Et il a été interrompu par le coup d'État de 1973, dont on fête cette année le 50e anniversaire. Et l'objectif du projet CyberSyn, c'était de développer l'ensemble des données relatives à la production
pour détecter les tendances, les irrégularités, modéliser l'évolution future de l'économie chilienne et essayer de mettre en place une forme de planification, qui n'était sans doute pas écologique à l'époque, hein, au Chili comme ailleurs, mais d'essayer d'utiliser nos capacités algorithmiques de traitement des données pour planifier au mieux le développement de l'économie pour satisfaire les besoins de la population. Donc, tout ça pour dire que on pourrait aussi imaginer, dans le cadre d'un processus de planification écologique comme celui qu'on défend à la France Insoumise, l'utilisation des technologies de l'intelligence artificielle pour faire en sorte de penser à un développement économique qui soit compatible avec le respect des limites planétaires. Donc l'intelligence artificielle, de ce point de vue-là, elle peut aussi être une opportunité pour, par exemple, s'attaquer à la question de l'urgence climatique et environnementale. Je vous donne un exemple. Il y a des chercheurs du CNRS, du CEA, de l'université Lyon 1 qui ont développé une intelligence artificielle capable de prédire les canicules jusqu'à 1 mois avant son apparition. C'est des technologies d'intelligence artificielle. Elles ne sont pas fiables à 100% par définition. Mais ce type de développement, je pense que tout le monde ici sera d'accord pour dire que si ça nous permet une politique qui s'attaque à la question de l'atténuation du changement climatique et de son adaptation, puisque là on parle de son adaptation au changement climatique, je pense que tout le monde sera d'accord ici pour dire que ça sera positif. Voilà, pour essayer de poser peut-être un cadre de débat, sans avoir la prétention d'y apporter toutes les réponses, et sans avoir la prétention d'être un expert sur ce sujet comme l'est Anne, à qui je vais laisser la parole dorénavant. Merci à vous. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Donc je ne suis pas une experte non plus du tout du sujet, hein. Je m'y suis beaucoup intéressée ces dernières années, mais à l'origine je suis maître de conférence en philosophie à l'université Paris 8. Donc mon domaine, voilà, mon champ d'expertise c'est plutôt la philosophie, et c'est vrai que c'est aussi plutôt la philosophie de la technologie. Donc je vais revenir un petit peu rapidement sur quelques éléments à ce sujet. Et c'est dans ce cadre-là de réflexion philosophique sur la question de la technique notamment que je me suis intéressée à ces questions des technologies numériques et de l'intelligence artificielle un peu plus spécifiquement. Et donc merci beaucoup pour cette introduction qui était très très complète. J'ai envie de rebondir sur beaucoup de choses, mais je vais essayer de suivre un peu le fil de mes notes, et puis on engagera la discussion ensuite, parce que j'ai peur sinon d'être trop confuse. Voilà, donc moi, simplement pour vous dire un petit peu d'où je parle, en fait j'ai fait donc une thèse de philosophie qui va être publiée en septembre, qui s'intitule Penser l'humain et la technique, et qui porte sur les œuvres de deux auteurs qui s'appellent Jacques Derrida et Gilbert Simondon, qui ont écrit dans les années 60. Je vais vite là-dessus, hein, je vous détaille pas tout ça, mais je vous le dis parce que ce qui est intéressant avec ces penseurs, c'est qu'en fait, ils écrivent de manière contemporaine à l'émergence donc de ces disciplines en fait que sont la cybernétique d'un côté, les sciences cognitives de l'autre, l'intelligence artificielle aussi, qui commencent à émerger à ce moment-là, puis qui ensuite, comme vous le disiez, se développent dans les années 80 avec l'apprentissage automatique, le machine learning, etc., et qui donnent les technologies qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, donc ces penseurs vont beaucoup s'intéresser aux présupposés théoriques en fait de ces recherches techniques et scientifiques. Donc, quelles sont en fait les grandes affirmations théoriques qui sont derrière ces projets, et notamment donc les auteurs sur lesquels j'ai travaillé sont des auteurs qui ont beaucoup mis en question, déconstruit une analogie en fait qui est un peu fondamentale dans le champ de la cybernétique ou de l'intelligence artificielle, qui est l'analogie entre l'organisme vivant et la machine, ou bien entre le cerveau et l'ordinateur, hein. Ils ont déconstruit un petit peu ces analogies en disant qu'il fallait faire très attention justement à ces comparaisons, hein, et donc à ces expressions comme intelligence artificielle, machine consciente, machine pensante, etc. Et aujourd'hui, en fait, quand vous regardez un petit peu le discours des transhumanistes, même la lettre d'Elon Musk que vous mentionniez tout à l'heure, hein, donc qui sont en fait les concepteurs de ces technologies, hein, vous verrez beaucoup ce genre d'expression revenir, hein, les esprits numériques, la super intelligence artificielle qui va prendre le pouvoir, etc., les machines intelligentes, les machines émotionnelles, les machines spirituelles, etc., etc. C'est aussi les discours, enfin c'est les titres des livres, hein, de Raymond Kurzweil, qui était directeur de l'ingénierie chez Google,
qui est un des principaux initiateurs du mouvement transhumaniste. Et donc, si vous voulez, moi, mon point d'entrée dans ce sujet, hein, c'est de dire que toutes ces métaphores anthropomorphiques, en fait, qui attribuent la pensée, l'intelligence, les émotions, etc., aux machines, en fait, elles ont un rôle idéologique. C'est-à-dire qu'elles sont là pour cacher d'autres choses. Vous voyez, c'est le rôle de l'idéologie, c'est qu'on vous parle de quelque chose pour cacher ce qu'il y a derrière. Hein. Donc, vous l'avez très bien dit sur la question du travail humain qui se cache derrière ces dispositifs, par exemple. Aussi, ce qui est caché, c'est aussi le fonctionnement technique. Du coup, hein, quand on dit que la machine pense ou qu'elle est intelligente, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Hein, donc on entretient, si vous voulez, les citoyens dans une forme d'ignorance par rapport au fonctionnement des dispositifs technologiques qui les entourent et dont ils se servent tous les jours. Donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et puis la troisième chose, donc le travail humain, le fonctionnement technique. Et la troisième chose, ce que ces dispositifs nous font. C'est-à-dire ce qu'elles font précisément à nos capacités de penser. Hein, quand on dit que la machine pense, qu'elle est intelligente, qu'elle a des émotions, etc., on peut même plus se demander, et à nous, qu'est-ce que ça nous fait en fait? Est-ce que, au contraire, ces dispositifs-là ne seraient pas là justement pour transformer la manière dont nous pensons, dont nous sentons, nos consciences en fait, tout simplement. Hein. Et donc moi, je pense que c'est ça la question fondamentale en réalité, et c'est cette question que j'essaye un petit peu de poser donc dans ce livre qui s'intitule Schizophrénie numérique. Donc voilà, je fais un peu de publicité, et donc je vais vous en parler un petit peu. Maintenant, et puis donc je vais vous essayer d'expliquer rapidement en fait disons les questionnements que j'essaye de mettre en place dans ce livre-là, parce qu'en réalité j'ai pas vraiment de réponse, donc c'est une perspective plutôt critique, mais qui a aussi vocation à faire un certain nombre de propositions. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les évoquer, mais en tout cas, voilà, il y a une analyse critique, mais à cette analyse critique s'adosse aussi un certain nombre de propositions positives. Et puis, je voudrais aussi me focaliser un petit peu à la fin sur la question plus spécifique de ChatGPT, justement, et des gros modèles de langage, et des enjeux et des problèmes que ça soulève, selon moi, hein, et aussi disons, de la manière de lutter contre ces problèmes avec peut-être l'intelligence artificielle, justement, hein, donc pour ne surtout pas tomber dans un discours qui soit voilà, pour ou contre. Effectivement, je suis tout à fait d'accord, cette question n'a absolument aucun sens, et en fait, la question qui se pose pour moi, c'est comment faire pour que cette intelligence artificielle soit mise au service de l'intelligence collective, hein. C'était sa vocation, c'était la vocation du web lors de son émergence, disons, lors de sa création, et il y a eu une sorte de renversement, en fait, hein, qui s'est produit, notamment avec l'Internet des plateformes dont vous avez parlé, qui a, voilà, il y a une captation, en fait, de la valeur produite contributivement sur le web par un certain nombre de plateformes, grâce à un certain nombre de technologies, au moyen aussi de modèles d'affaires qui sont très problématiques, et donc les ambitions, on va dire, émancipatrices qui étaient à l'origine de ces technologies numériques se sont renversées en leur contraire, et c'est de cette situation qu'il s'agit, à mon avis, d'essayer de sortir. Donc voilà, donc ce livre qui s'appelle Schizophrénie numérique, donc son sous-titre, c'est la crise de l'esprit à l'ère des nouvelles technologies. Donc en fait, l'idée, c'est un petit peu de comprendre ce que ces technologies font à nos esprits, en fait. Voilà, c'est un petit peu ça ma question, la question qui motive l'ouvrage. Et donc, donc voilà, donc simplement pour préciser ça, en fait, par esprit, j'entends en fait quelque chose de très très large, hein, c'est un mot un petit peu qui peut sembler un peu métaphysique, mais en fait, l'esprit pour moi donc ne se réduit pas au cerveau, aux neurones, hein, ça c'est ce qu'on nous raconte beaucoup dans le champ des neurosciences, mais en fait l'esprit c'est simplement un processus d'individuation psychique et collective, donc c'est une manière que les individus vivants ont de se relier collectivement, donc de s'individuer socialement en partageant en général un certain nombre de symboles qui sont eux-mêmes, on va dire, sédimentés, matérialisés dans des supports matériels, d'accord, et qui sont en fait nos environnements techniques et médiatiques. Hein. Donc du coup, je m'intéresse plutôt aux technologies numériques en tant qu'elles constituent les nouveaux milieux médiatiques, si vous voulez, les nouveaux supports de symboles, les nouveaux supports de savoir, les nouveaux supports de la mémoire collective, en fait, d'accord, et qui nous entourent, voilà, en permanence. Hein. Et donc, une fois qu'on a accepté en fait cette thèse selon laquelle l'esprit, c'est pas quelque chose qui se déroule dans ma tête ou dans mon cerveau, mais que c'est quelque chose qui circule entre nous dans ces supports de mémoire, dans ces supports symboliques, et bien, du coup,
on est obligé de reconnaître d'une certaine manière que quand ces supports symboliques évoluent, quand ils se transforment, eh bien nos facultés psychiques vont se transformer aussi. C'est-à-dire notre mémoire, notre perception, nos imaginations, tout ça, ça va se transformer en fait, d'accord, en fonction de l'évolution des supports médiatiques. Donc ça veut dire que nos consciences en fait et nos inconscients, nos manières de voir l'avenir aussi vont se transformer en fonction des dispositifs médiatiques qui nous entourent. Et donc ça, bon, voilà, c'est une thèse hein, qu'on peut discuter, mais en tout cas, c'est celle que j'adopte dans le livre. Et ça pose un gros problème quand on regarde la situation contemporaine. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, ces milieux médiatiques numériques, tels qu'ils sont donc régis de manière un peu dominante, on peut dire, hein, par les GAFAM notamment, enfin pour ce qui est de notre société, en France en tout cas, en Europe, les GAFAM sont largement dominants. Et quel est le modèle d'affaires derrière ces plateformes ? Le modèle d'affaires, c'est celui de l'économie de l'attention. Donc en quoi ça consiste ? Ça consiste hein, à collecter vos données, comme on l'a dit tout à l'heure, à capter vos attentions, à calculer vos profils, hein, à générer des profils standardisés qui correspondent plus ou moins à chacun d'entre nous, et puis à nous stimuler pour rester le plus longtemps possible sur les plateformes, afin de revendre en fait le temps d'attention, le temps de conscience, à des entreprises qui vont payer des espaces publicitaires, d'accord ? C'est ça, alors je caricature un peu, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est ça le modèle d'affaires d'un grand nombre de plateformes, de réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, etc. etc. Et donc ça, c'est pas nouveau, hein, parce que vous savez sans doute, vous avez entendu, enfin, c'est le modèle d'affaires de la télévision, hein, l'économie de l'attention, vous avez sans doute entendu la fameuse citation du directeur de TF1 en 2004, hein, qui disait que le rôle de sa chaîne de télévision, hein, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Bon, vous avez aujourd'hui le patron de Netflix qui vous dit que le plus gros ennemi de son entreprise, c'est le temps de sommeil des populations. Donc, si vous voulez, la philosophie sous-jacente n'a pas vraiment complètement bougé, mais ce qui a bougé, par contre, c'est les technologies qui sont mises en place pour réaliser ce modèle d'affaires-là, si vous voulez. Hein. Et les technologies numériques, évidemment, par rapport à la télévision, ont des potentialités immersives voilà, vous avez vos appareils sont en permanence avec vous, toujours allumés, etc. Donc, il y a un auteur qui a documenté cette question, qui a écrit un petit livre qui s'appelle 24/7, le capitalisme à l'assaut de votre sommeil, et qui documente en fait voilà, cette économie de l'attention, hein, en disant voilà, on a nos appareils allumés à toute heure de la journée, donc en fait on est beaucoup plus facilement atteignable par ces technologies-là. En plus, on peut être ciblé beaucoup plus précisément, on peut être, nos comportements peuvent être même anticipés par des algorithmes de prédiction automatique. Et donc il faut savoir que ces technologies-là ont été développées hein, dans des laboratoires, notamment dans la Silicon Valley, notamment à l'université de Stanford. Hein, je cite parce que le directeur du laboratoire de design comportemental de l'université de Stanford a écrit un livre qui documente hein, ses recherches, qui s'appelle « Les technologies persuasives, comment utiliser les ordinateurs pour changer les pensées et les comportements ». Donc en fait, c'est tout à fait documenté, et ces recherches en fait donc sont basées sur une sorte d'articulation, si vous voulez, entre plusieurs disciplines, les sciences cognitives, la psychologie comportementale, l'informatique, le design, etc. Et afin de développer justement des fonctionnalités techniques qui vont permettre de vous influencer en permanence. Donc par exemple, vous savez cette fonctionnalité qu'on appelle le scroll infini, là, le défilement infini, le fait de pouvoir regarder à l'infini des vidéos, donc de rester très longtemps sur une plateforme, on n'avait pas forcément prévu de rester à l'avance, les notifications qui vont vous stimuler en permanence, la quantification des vues, évidemment, les suggestions automatiques de contenu, etc., etc., ou bien les jeux en ligne où, vous savez, on vous habitue à gagner plein de parties, et puis juste à un moment, vous allez perdre, et là, on va vous proposer d'acheter un bonus, par exemple. Donc ça, en fait, on sait que la plupart des gens vont céder parce que c'est documenté grâce à des études de psychologie cognitive, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la captologie, en fait. C'est, pour moi, si vous voulez, c'est un petit peu la question qui est derrière tous ces mythes autour de l'intelligence artificielle. Hein. Parce que, en fait, tout ça, c'est d'une certaine manière de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce sont en fait des calculs algorithmiques
qui sont effectués sur des quantités massives de données qui sont collectées sans le consentement la plupart du temps de la population. Et ces calculs sont des calculs statistiques, donc des calculs de moyenne qui renforcent toujours les moyennes, c'est pour ça qu'ils renforcent en permanence les biais dominants, et qui font aussi des prédictions automatiques, donc qui vous suggèrent à l'avance ce que vous désirez, ce que vous cherchez, ce que vous pensez, etc. etc. Et finalement, quand on regarde comment fonctionne un dispositif comme ChatGPT, bah, ce n'est pas exactement les mêmes algorithmes, bien sûr, mais c'est quand même les mêmes principes. Parce que qu'est-ce que fait un dispositif comme ChatGPT? Bah, vous le savez sans doute, hein, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu ça, il y a le link, le laboratoire d'innovation de la CNIL, qui a fait un très bon dossier là-dessus, je vous recommande si ça vous intéresse, et qui décrit le fonctionnement en fait des algorithmes qui sont derrière. Mais donc, tout simplement, hein, ce sont des algorithmes qui calculent des probabilités. Hein. Donc, vous entrez une question, par exemple, l'algorithme va chercher quel est le mot le plus probable qui suit les mots que vous avez rentrés dans l'interface. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc en fait, simplement, en réalité, quand on regarde de près, c'est pas les mots, parce qu'ils ne travaillent pas par mots, ils travaillent par token, donc c'est des plus petites unités que des mots. Donc, mais peu importe, enfin, vous voyez, c'est pas la question. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils génèrent des suites de mots probables, si vous voulez, des suites de lettres probables, si vous voulez, peu importe. Mais donc vous voyez bien que c'est ce qui propose, en fait, c'est un petit peu comme les logiciels d'autocomplétion sur vos téléphones ou quand vous faites une recherche sur Google et que Google vous suggère ce que vous êtes censé chercher, mais en fait, il ne vous suggère pas ce que Google ne lit pas dans votre pensée, si vous voulez. Il vous suggère ce que les personnes qui ont les mêmes caractéristiques que vous ont choisi le plus souvent. Et vous, quand vous cliquez sur la suggestion automatique, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous vous conformez en fait à la moyenne, tout simplement, et vous rentrez dans une catégorie qui est donc calculable, à partir de laquelle Google peut par exemple monétiser les mots que vous cherchez sur Google, parce que vous savez que ces mots font l'objet d'une vente aux enchères, hein, aussi auprès d'annonceurs et de publicitaires. Si par exemple vous cherchez le mot maillot de bain en été, il vaut plus cher qu'en hiver, hein, parce qu'il y a plus de chances que vous cliquiez sur une publicité. Donc ça, il y a quelqu'un qui s'appelle Frédéric Kaplan qui a documenté ça. Il parle de capitalisme linguistique. En fait, c'est un petit peu les enjeux qui sont à l'horizon, selon moi, de ces gros modèles de langage qui sont donc fondés sur des calculs de probabilité. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'insiste un tout petit peu pour arrêter, en fait, tout simplement, de parler d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique, d'agents conversationnels, par exemple, parce que, en fait, il n'y a pas du tout d'agent au sens, il n'y a pas un agent derrière ChatGPT qui fait une conversation avec vous. Non, pas du tout. Ce sont des algorithmes, encore une fois, qui font des calculs probabilistes sur des quantités massives de données. Donc, c'est pas du tout une agentivité, c'est pas du tout une intelligence, c'est pas du tout de l'apprentissage au sens strict du terme. Hein. C'est j'ai écrit un petit papier avec un mathématicien, informaticien qui propose de parler de stockage numérique révisable. Donc, de dire en fait c'est du stockage numérique, mais c'est révisable parce que en fonction des réponses qui sont données, il peut changer la manière dont il cherche. Bon, mais ça, c'est pas de l'apprentissage en fait. Hein. On n'apprend pas comme ça, évidemment. Et donc, voilà. Donc, moi, mon point, c'est vraiment de dire essayons de déconstruire un peu ces notions, de les prendre comme du vocabulaire idéologique et de se demander qu'est-ce qu'elles servent à cacher, en fait, si vous voulez, plutôt que de les prendre pour acquis. Et donc, j'essaye de suggérer aussi, moi, de parler, en fait, plutôt d'automates computationnels, parce que ce que je crois, en fait, c'est qu'il s'agit d'une nouvelle phase dans un processus d'automatisation. Et je m'arrêterai là-dessus, je développe juste rapidement. Pourquoi? Tout simplement parce que l'automatisation, ça ne date vraiment pas d'hier, évidemment, mais néanmoins, l'avènement, on va dire, des technologies numériques constitue une nouvelle phase dans une histoire de l'automatisation, si vous voulez. Donc il y a un philosophe qui a beaucoup parlé de la question de l'automatisation, c'est Marx, hein, qui en a fait quand même un objet de questionnement philosophique. Et donc qu'est-ce que Marx remarquait lorsqu'il parlait du développement des machines-outils dans l'usine, vous savez, et de l'ouvrier qui se retrouve face à la machine-outil? Eh bien, il remarquait beaucoup de choses, hein, bien sûr, la question principale étant la question du fait que l'ouvrier est dépossédé de ses moyens de production, hein, ça c'est la grande question. Et puis la deuxième question qu'il posait, c'est qu'il disait aussi l'ouvrier est dépossédé de son savoir d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que le savoir-faire a été extériorisé, externalisé
dans la machine, à travers un automatisme mécanique, si vous voulez. Et du coup, l'ouvrier qui travaille, en fait, il travaille pour la machine, il est au service de la machine, il devient un auxiliaire de la machine. C'est ça, en fait, l'un des sens de la prolétarisation, selon Marx, enfin de l'aliénation. Bon, c'est pas le seul sens, mais c'est l'une des dimensions, si vous voulez. Et donc moi, ce qui m'inquiète un petit peu, quand je vois se développer de manière extrêmement disruptive des dispositifs du type de ChatGPT, c'est que forcément, je me demande, comme je considère que c'est une nouvelle phase dans un processus d'automatisation, je me dis, qu'est-ce qui est délégué cette fois-ci à la machine? Vous voyez, qu'est-ce qui est extériorisé? De quoi sommes-nous devenus les nouveaux prolétaires d'une certaine manière, Et ce qui est extériorisé dans ces machines, eh bien, ce sont les savoirs écrire, les savoirs s'exprimer, les savoirs interpréter, parce qu'en fait, quand on écrit un texte, on met en œuvre sa mémoire, sa réflexion, son interprétation, ses attentes, son imagination, parce que par exemple, quand vous écrivez un texte, vous ne savez pas forcément, mais vous imaginez un destinataire, même quand vous parlez en fait. Donc tout ça, ce sont des facultés psychiques, si vous voulez, qui sont mises en œuvre dans l'exercice de l'écriture, et que là, nous déléguons complètement à des machines. Et c'est très dangereux, parce que eh bien, ça peut générer un nouveau processus de prolétarisation, si vous voulez, qui, cette fois-ci, touchera tous les citoyens. Et on sait que, tout de même, les capacités à s'exprimer, les capacités à écrire, les capacités à parler, sont fondamentales pour développer aussi l'esprit critique, tout simplement. C'est parce que vous avez appris à lire, à écrire, que quand vous recevez un texte, vous allez avoir un certain esprit critique, parce que vous savez comment le texte a été fabriqué, et donc vous allez le regarder, enfin voilà, vous allez l'analyser, vous allez essayer de vous poser un certain nombre de questions, etc. Voilà, donc il y a un enjeu pour moi de prolétarisation dans le développement de ces machines, qui en fait, encore une fois, je rappelle, se développe de manière massifiée, mais non démocratique. Pourquoi? Parce que les capacités des personnes pour les utiliser de manière intelligente, entre guillemets, ou en tout cas pour comprendre leur fonctionnement, ne sont pas là, si vous voulez. Donc c'est un phénomène de massification, mais pas un phénomène de démocratisation, d'autant plus que, voilà, quand on regarde un peu les modèles économiques qui sont derrière, en fait, comment fonctionne ChatGPT? En s'entraînant sur des quantités massives de données, qui sont les quantités massives de textes qui ont été générés par des humains sur Internet, mais qui sont évidemment pas rémunérés pour ça. Donc, par exemple, tout Wikipédia, voilà, vous avez toutes les contributions de Wikipédia, tout d'un coup, qui est mis au service d'une entreprise américaine. C'est quand même un petit peu problématique, d'autant plus que, pardon, excusez-moi, j'ai perdu le fil, mais oui, Wikipédia, c'est à cause de Wikipédia que je me suis perdue. Mais non, mais je voulais dire, d'autant plus que, comme aussi vous l'avez rappelé tout à l'heure, le ChatGPT a employé des travailleurs au Kenya payés $2 de l'heure pour faire le tri dans toutes les, pour faire le tri dans tous les contenus toxiques. Donc vous imaginez les traumatismes, parce que vous passez votre journée à regarder des contenus horribles. Donc évidemment, voilà. Mais ça, voilà, les intelligences artificielles, elles sont pensantes, émotionnelles, etc. Mais par contre, ça, elles n'arrivent pas à distinguer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le modèle économique qui est derrière ce type d'entreprise est extrêmement problématique pour plusieurs raisons. Bon, et puis, le dernier résultat de ça, si vous voulez, c'est la question des textes qui sont produits par ces machines. Parce que les textes qui sont produits par ces machines, en fait, comme ils sont produits sur des calculs probabilistes, eh bien, si vous voulez, ce ne sont pas des textes fiables, puisqu'ils n'ont pas été certifiés, ni évalués, ni discutés par des pairs. Je veux dire, un texte produit humainement, on va dire. On peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord, on peut juger qu'il est bon, qu'il est mauvais, etc. Mais il émane d'un processus d'expression, donc d'interprétation, de discussion. Quand il s'agit de textes journalistiques, par exemple, de textes d'information, il y a un processus de certification et d'évaluation par les pairs. Quand vous lisez un article sur Wikipédia, si vous pouvez lui faire confiance à cet article, si vous pouvez lui faire crédit, c'est parce que ce sont des gens qui collectivement ont collaboré, ont partagé leur savoir, ont interprété les savoirs des autres, ont discuté, ont délibéré, etc., ont critiqué. Et donc, ce que vous lisez, c'est du savoir, parce qu'il y a eu tous ces processus en amont. Mais un texte généré seulement avec du calcul probabiliste de données, si vous voulez, qu'il soit vrai ou faux à la fin, c'est même pas la question en fait. Les catégories de vérité ou de fausseté ne s'appliquent pas à ce type de texte. Ces textes sont non fiables et non crédibles. Et donc le gros problème qui se pose, c'est que comme ces machines peuvent en produire des quantités massives, eh bien ils risquent d'inonder un petit peu la toile, et ça peut devenir très problématique parce qu'après ils vont rentrer dans les données de ces machines elles-mêmes. Donc vous voyez, ça fait un processus un peu de renforcement et donc ça peut créer une forme de défiance parce que le web, qui était censé être un espace de partage des savoirs et de contribution et
donner à tous l'accès au savoir, hein, c'était quand même ça la promesse du web, eh bien, est en train de se transformer en son contraire. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais je veux simplement dire, j'ai parlé trop longtemps, non? J'ai encore... Oh, ok, bon. Donc 5 minutes juste pour lancer quelques pistes comme ça, un petit peu à la volée. Voilà, donc moi je voulais quand même préciser que cette perspective critique que j'ai développée là, elle ne concerne pas évidemment les technologies numériques. Vous avez bien compris, hein, c'est certaines fonctionnalités techniques et certains modèles économiques. Hein, ce n'est pas du tout le numérique en général. L'exemple plus clair de ça, c'est Wikipédia qui fait le contraire de ChatGPT, alors que c'est du numérique, c'est de l'IA, c'est des algorithmes, etc., etc. Mais il ne fait pas le contraire de ChatGPT parce que nous, les individus, nous l'utilisons différemment. Il fait le contraire de ChatGPT parce que les fonctionnalités techniques qui sont derrière ne sont pas les mêmes. Vous n'avez pas du calcul automatisé sur des quantités massives de données, vous avez une plateforme qui permet à chacun de partager son savoir, puis des règles qui sont transparentes, qui permettent la délibération collective. Donc des fonctionnalités techniques tout à fait différentes, d'une part, et d'autre part, un modèle d'affaires, entre guillemets, un modèle économique tout à fait différent. Alors, le problème, c'est que celui de Wikipédia est sans doute très fragile, mais néanmoins, ce n'est pas la question pour l'instant, ce n'est pas du tout le même modèle. Vous n'avez pas une entreprise privée, vous n'avez pas de captation de valeur sur les données du web, et vous avez la production d'un commun, en fait. Hein. Donc c'est quand même un exemple très intéressant de ce qu'on peut faire avec ces technologies-là. Un autre exemple intéressant, c'est un projet qui s'appelle, d'une association qui s'appelle Tournesol, dont je ne fais pas partie, hein, mais que je trouve très très intéressant, qui est un projet de plateforme non, c'est pas exactement suggestion, c'est de la recommandation collaborative de contenu. Voilà. Donc l'idée, c'est que c'est tout simple en fait. C'est simplement que si vous voulez, au lieu qu'on vous suggère automatiquement des contenus, eh bien, ce sont des personnes qui ont délibéré avant, qui ont évalué ces contenus. Et quand on vous les suggère, vous savez par exemple que c'est telle communauté qui vous l'a suggéré. Vous voyez, c'est-à-dire que la suggestion automatique de contenu, qui est l'une des principales causes de la désinformation aujourd'hui, eh bien, en fait, si on développait ce type d'outils, on pourrait tout à fait faire face à ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de même, hein, sur les réseaux sociaux, au lieu d'avoir le fil qui est, si vous voulez, votre fil d'information qui a été paramétré par l'entreprise, vous pourriez avoir plein de fils d'information différents, paramétrés par différents groupes ou par différents individus. Et vous choisirez celui que vous voulez, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est tout à fait différent parce que ça veut dire que le pouvoir de vous influencer n'est plus concentré dans les mains de l'entreprise et qu'en plus, vous avez une visibilité sur qui vous recommande quoi, en fait. Et donc ça, c'est des choses qui est tout à fait possible de développer. Il n'y a absolument aucun obstacle technique. Simplement, il faut soutenir ces projets et il faut voir qu'il y a derrière ça un enjeu fondamental qui est de faire en sorte que ces technologies numériques deviennent des supports d'intelligence collective, en fait, des technologies de l'esprit et non plus des instruments en fait de contrôle et de, on va dire, de contrôle et d'influence des comportements en vue évidemment d'alimenter un modèle consumériste qui par ailleurs court à sa perte pour d'autres raisons. Donc voilà, je vais m'arrêter là et puis on pourra discuter. Merci à tous les deux pour ces interventions très riches et complémentaires. Donc nous allons pouvoir passer aux questions. Juste 2 remarques concernant les questions. J'insiste vraiment pour que ça soit vraiment des questions et qu'elles soient le plus concises possible pour permettre à nos intervenants de répondre. Et deuxièmement, les algorithmes reproduisent les inégalités de la société, mais nous essayons de ne pas le faire aux amphis. Donc ça serait vraiment très bien s'il y avait une alternance de genre dans les questionnants. Donc bonjour à tout le monde et merci d'abord pour l'intervention et le travail que vous avez fait. Donc je vais vraiment essayer de faire courte parce que j'ai pu travailler sur ces sujets. Et donc il y a 2 choses que je voulais évoquer. C'est notamment la droite a commencé aussi à s'emparer du sujet et elle a fait différentes conférences, notamment sur valeurs actuelles, etc. Et donc ça tourne très vite sur le productivisme, le néolibéral, etc. Et quid de notre place aussi dans l'espace médiatique pour répondre à ces questions et essayer de aussi remplir ces mots pour les gens qui ne connaissent pas ça. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, qui sera la dernière, c'est qu'est-ce qu'on fait de la recherche publique aujourd'hui? Par exemple, il y a un laboratoire à Blois et à Paris qui travaille sur les questions de la linguistique.
Donc leurs travaux, c'était principalement comprendre pourquoi quand on applique tel modèle d'intelligence artificielle, on arrive à tel résultat. Et aujourd'hui, en fait, eux, c'était vraiment comprendre. Et du coup, la responsabilité, pourquoi tel mot à telle place, il a telle incidence sur tel résultat. Et en fait, eux, leurs résultats, ils sont complètement mis de côté par rapport à ChatGPT, qui ont des résultats beaucoup plus énormes. Mais on ne comprend pas, parce que derrière, ça reste une boîte noire. Et du coup, on perd un peu toute cette intelligence réelle que nous avions par rapport à la machine. Donc, ma deuxième question, plus précisément, c'est qu'est-ce qu'on fait de la recherche publique, de ces chercheurs qui ont travaillé pendant des années à faire des corpus, etc., par exemple. Alors, ma question, ce serait plutôt sur la réglementation justement de l'intelligence artificielle. Quand on a quelqu'un comme Elon Musk qui sur France 2 se vante d'avoir plus de pouvoir qu'un président des États-Unis, ou qui dit que les propos haineux et racistes sur les réseaux sociaux ne sont que des opinions, est-ce qu'on a une réelle marge de manœuvre pour la réglementation contre des gens comme cela, enfin, que je qualifierais d'ordures? D'abord, merci pour la qualité des interventions. J'ai deux questions très très courtes. La première, qui peut paraître peut-être un peu abstraite, c'est si j'ai bien compris comment vous définissez l'esprit et la technologie. Je ne peux pas m'empêcher de faire l'analogie entre ce qu'est le langage pour la pensée, c'est-à-dire un vecteur de liens communs. Et dans ce sens-là, la critique qu'on peut faire vis-à-vis de la technologie, est-ce qu'elle est vraiment vis-à-vis de la technologie ou bien plutôt vis-à-vis du besoin de l'esprit tel que vous le définissez, c'est-à-dire vraiment une analogie avec le langage. Ma deuxième question, en fait, elle est plutôt, on a parlé beaucoup de profit vis-à-vis de la donnée. Et il y a une vraie question, à mon sens, est-ce qu'une donnée me concernant est ma propriété? C'est-à-dire, est-ce que si je suis consentant, j'ai le droit de la vendre? Et par là, même, est-ce qu'elle rentre dans la définition de propriété? Et ma question va un peu au-delà de la notion de la data. Est-ce qu'il n'y a pas ici une vraie opportunité historique de redéfinir la notion même de la propriété privée? Qu'est-ce qu'elle inclut, qu'est-ce qu'elle n'inclurait pas? Voilà, merci. Bonjour, j'ai deux questions. Étant donné que LFI est particulièrement attaqué sur les réseaux sociaux, entre autres par ce qu'on appelle les troll farms, les fermes à trolls, qui systématiquement parasitent toutes les publications de LFI, pourriez-vous envisager la création d'une cellule spécialisée justement dans l'intelligence artificielle qui puisse repérer ces trolls et les bloquer? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, toujours dans ce même cadre, maintenant avec le développement de Midjourney, il y a une possibilité de créer des images qui sont complètement fausses. Je ne m'exprime pas très bien là-dedans, mais vous voyez ce que je veux dire. Peut-être une interview complètement fake, en fait, qui est publiée sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que LFI se protège beaucoup mieux qu'elle le fait à l'heure actuelle, parce qu'elle n'est pas protégée? Alors, un peu pour rebondir aussi sur la question de la propriété intellectuelle et aussi des droits d'auteur. Pour la question de la propriété intellectuelle et pour des droits d'auteur, perso, j'ai pu travailler dans de la recherche fondamentale. Et c'est vrai que quand on pense à l'IA et tout ça, on se dit que ceux qui vont être épargnés, ça risque peut-être d'être plus les personnes qui pensent beaucoup ou qui vont utiliser leur créativité. Mais même dans un laboratoire de physique fondamentale de cosmologie, donc normalement quelque chose, on s'imagine que l'IA ne pourrait pas faire grand-chose. Il y a des tests qui ont été faits parmi nous où on mettait plusieurs articles et on demandait à l'IA d'en faire une synthèse, quelque chose de très important en recherche fondamentale pour avoir plusieurs corpus de texte et tout ça. Et on avait des résultats qui étaient très semblables, qui pouvaient très facilement mettre en erreur même des chercheurs qui étaient spécialisés du domaine, en disant de fausses sources et tout ça. Et il y a aussi du coup ce problème avec Midjourney, comme ça a été établi. Et est-ce que la FI ou est-ce que vous voyez peut-être des solutions à ça, des solutions ou même une législation qui permettrait de se prémunir de cette idée de droit d'auteur,
mais aussi de falsification de la pensée un peu. Voilà. Je ne peux pas répondre à la plupart des questions, mais du coup, je peux juste essayer sur celle-ci, sur la dernière qui a été posée, qui peut-être, voilà, pour... Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour lutter contre ces effets effectivement de falsification? Il y a plusieurs choses à mon avis. Peut-être qu'au niveau de la réglementation, il est possible de demander que ces images synthétisées artificiellement ou ces textes produits automatiquement soient signalés, quoi. Voilà, je crois que ça avait été évoqué, mais bon, ça paraît un petit peu compliqué étant donné qu'il va y en avoir de plus en plus. Moi, la question qui me semble fondamentale sur ce sujet, c'est l'éducation aux médias aussi. C'est-à-dire que, si vous voulez, il faut penser en fait aux nouvelles générations qui vont vivre dans ce monde-là et qui doivent comprendre comment ces images ont été produites et comment ces textes ont été produits. Et là-dessus, il y a un petit retard parce qu'en fait, par exemple, ce dont on ne se rend pas bien compte, c'est que on a appris à lire et à écrire pour être capable justement de recevoir un texte de manière critique. Mais aujourd'hui, on reçoit beaucoup d'images, de vidéos, etc. Et on n'a pas forcément appris à faire des images ou faire des vidéos. Je veux dire, on peut en faire en appuyant sur un bouton sur le téléphone, mais c'est pas ça, savoir comment une émission de télévision est produite, par exemple, comment une émission de radio est produite, comment... Et en fait, toute cette éducation aux médias là, qui permet en fait de développer un esprit critique quand on reçoit des images, des photos, des vidéos, etc. Eh bien, elle est un peu inexistante. Elle existe, hein, il y a beaucoup de travaux là-dessus, mais et puis d'initiatives aussi avec le CLEMI notamment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même, ça paraît fondamental aujourd'hui, plutôt que de dire, bah voilà, il y a la vérité d'un côté, la fausseté de l'autre, et puis on va vous dire de quel côté est la lumière. Bah en fait non, l'enjeu c'est de mettre les citoyens en capacité de discriminer, voilà. Donc ouais. Alors, pareil, hein, j'ai pas la prétention d'avoir les réponses à toutes les questions, mais juste d'abord sur la question que tu as posée sur en gros notre capacité à pouvoir imposer des réglementations face à des acteurs économiques qui sont des acteurs économiques extrêmement puissants. Tu as raison, c'est une difficulté. Mais si on sort du sujet de l'intelligence artificielle, je pourrais te dire, quand on fait des conférences sur le climat international, on est confronté à des lobbies, à des grandes entreprises qui ont un intérêt économique qui est extrêmement puissant. Donc c'est un rapport de force. L'intérêt, de mon point de vue, et l'avantage, et c'est pourquoi dans les propositions j'évoquais ça, d'agir à l'échelle internationale, avec des cadres internationaux, c'est que dans le rapport de force, forcément, tu vas être plus fort. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, attention, hein, dans le cadre national ou dans un cadre intermédiaire. Mais il est évident qu'on sera plus fort pour agir à un cadre, au niveau d'un cadre international, pour agir contre des puissances économiques aussi fortes. Pardon. Après, à la fin, c'est quand même les États qui décident. Je veux dire, si on décide d'interdire l'utilisation de tel outil à tel endroit, on a quand même des moyens de le faire respecter. Donc c'est plutôt la question de la décision politique et de comment cette décision politique, elle résiste à du lobbying et à des pressions, voire à des menaces des menaces de sanctions ou de contrepartie. Je ne sais pas comment dire. Si vous m'interdisez tel truc, je vais vous empêcher. Bon. Mais ça, c'est pas propre au sujet de l'intelligence artificielle, c'est toute la question de la réglementation internationale face à des puissances économiques extrêmement puissantes. C'est la question de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. C'est la question de, à chaque fois qu'il y a des grandes puissances hors État qui essayent de faire leurs lois face à des puissances étatiques et de comment les puissances étatiques y répondent. Donc oui, on a des marges de manœuvre pour l'obtenir, mais ça nécessite de la volonté politique, ça nécessite de la détermination et ça nécessite, de mon point de vue, des cadres, si possible, qui soient les plus larges possibles à l'échelle internationale pour qu'ils puissent s'imposer à tous. Il y avait plusieurs questions sur le rapport, on va dire, entre l'intelligence artificielle et la France insoumise. D'abord dans l'espace médiatique, c'est la question que tu posais et tu as raison, il y a eu un certain nombre
de prise de position très forte de la droite et de l'extrême droite sur les questions d'intelligence artificielle ces derniers mois. Et pour être tout à fait honnête et transparent, c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire en sorte que cette question elle soit traitée, pas seulement pour ça, c'est parce que c'est une question intéressante, mais aussi parce qu'on fait déjà des choses et on dit déjà des choses, mais sans doute qu'il faut qu'on soit plus entendu, plus audible, y compris en termes de propositions sur cette question, et à intervenir davantage dans l'espace médiatique sur cette question. Donc en tout cas, c'est un objectif, voilà, de la France Insoumise. Et c'est aussi pour ça qu'on trouvait que c'était bien de pouvoir en discuter ensemble, pour pouvoir, dorénavant, dans le débat public, affirmer nos positions sur ce sujet de manière plus audible. Ensuite, il y a d'autres questions, toujours dans le rapport France Insoumise, question de l'intelligence artificielle. Il y a la question de comment, la question que tu as posée sur la première, sur est-ce qu'en quelque sorte la France Insoumise peut se doter en interne d'outils usant des techniques, je dis encore intelligence artificielle, pardon, des techniques probabilistes, on va dire, pour essayer d'être, que ça soit un atout pour nous dans la bataille politique. Bon, donc il existe déjà des outils, des logiciels développés par des entreprises payants qui permettent par exemple de faciliter la modération des contenus sur les réseaux sociaux à partir de technologies d'intelligence artificielle. La question que tu poses, c'est est-ce que nous, en interne de la France Insoumise, on est capable de les développer ou de les utiliser? C'est toujours le problème qu'on a, et c'est une question après de coût. Vous êtes face à des entreprises qui ont des centaines et des milliers de salariés qui travaillent sur le développement de ce type de technologie. Nous, on a, et honnêtement, on doit être un truc unique peut-être dans la vie politique française. On a en interne de la France Insoumise, il y en a certains qui sont ici, des salariés qui travaillent sur ce qu'on appelle l'équipe outils numériques de la France Insoumise. Toutes les autres organisations politiques, elles ont plutôt tendance à sous-traiter leurs besoins en matière de développement numérique à d'autres entreprises. Mais on a une petite équipe qui travaille très bien, mais qui travaille sur le développement de la plateforme Action Populaire, qui essaye petit à petit d'y incorporer l'ensemble des technologies disponibles. Mais on a une équipe de 4 ou 5 personnes. Donc on est forcément confronté à cette difficulté des moyens financiers, des moyens humains qu'on peut mettre dans le développement de ces technologies. Kevin qui me faisait une indication pour la réponse à la question d'après, merci. Donc voilà, pour répondre à ta question, oui, il faut essayer. On a des personnes humaines qui vont signaler, voilà, on peut utiliser des technologies qui permettent de le faire plus facilement. Mais on est confronté quand même toujours à cette difficulté. Hier, je faisais une autre conférence, on m'a dit est-ce qu'il ne faut pas une télé France Insoumise? Je dis si, il faut une télé France Insoumise. Mais faire vivre une télé France Insoumise, on n'a pas l'argent de Bolloré, on n'a pas l'argent de Bernard Arnault, et voilà. Mais ça, après, c'est l'histoire, du mouvement ouvrier et de comment ceux qui sont moins dotés en outils, en puissance financière, mais avec l'idée qu'on soit plus nombreux numériquement, sont capables de remporter cette bataille. Bah ça a été vrai, c'est vrai dans la bataille contre l'idéologie dominante dans l'espace médiatique, et c'est vrai dans la bataille dans l'espace numérique. Voilà. Donc comment on subsiste et comment on répond à ça? On essaye d'y répondre par notre nombre, par notre organisation, par notre détermination, par notre engagement. Donc on essaye d'aller bloquer les comptes de ceux qui essayent de nous empêcher de nous exprimer sur les réseaux sociaux. Et on essaye d'utiliser les outils avec les compétences qui sont les nôtres, avec pourquoi pas des bénévoles qui se proposent pour essayer d'aider. Voilà, ça fait partie effectivement en tout cas des chantiers de développement de la France Insoumise, de comment on s'empare, y compris dans notre organisation, des outils de l'intelligence artificielle pour être plus efficace dans la bataille politique. Là, on a donné l'exemple de la modération sur les réseaux sociaux, mais il y a plein d'autres exemples possibles. Et je rappelle qu'on a plutôt été une formation politique à l'avant-garde de l'utilisation des outils numériques dans la bataille politique, qu'on a fait la deuxième campagne, celle de 2017, en utilisant pour les premiers une plateforme numérique, ce que personne ne faisait, qu'en 2022 on a développé notre propre application numérique d'organisation, que la France Insoumise elle est organisée autour d'un réseau social d'action. Donc c'est pour ça que je trouve ces questions très intéressantes, parce que clairement elles sont au cœur du développement de l'AFI, qui a toujours essayé de faire en sorte que le développement des outils numériques ne soit pas un obstacle, une entrave, quelque chose contre lequel on se positionne, mais plutôt qu'on essaye d'en faire un outil pour rendre notre bataille politique plus efficace.
Ensuite, il y a une deuxième question sur les risques que peuvent faire peser le développement de l'intelligence artificielle sur en quelque sorte la sincérité, la loyauté du débat démocratique et du débat électoral. Et ça, c'est clair, c'est une question et on a intérêt de s'y atteler maintenant parce qu'elle va être au cœur des prochaines campagnes, et en particulier de la prochaine campagne présidentielle, ça me paraît être une évidence. Alors comment on répond à ça ? C'est pas une question qui se pose qu'en France, hein. Il y a eu des débats en Suisse ces derniers mois où par exemple il y a eu un accord entre toutes les organisations politiques en Suisse qui ont dit on s'engage à ne pas utiliser dans le cadre de la campagne électorale les outils de l'intelligence artificielle. Voilà. Un engagement, alors après comment on vérifie l'utilisation, j'en suis d'accord, mais je pense que tout le monde est un peu dans la même situation que ce que tu dis, c'est-à-dire on se retrouve face à des campagnes qui se font de plus en plus sur les réseaux sociaux, et en même temps, dans le même temps, la possibilité de développer de plus en plus des faux contenus, mais qui ont de plus en plus l'apparence du vrai, et comment on se protège de ça ? Bon, je pense qu'on se protège de ça par quand même des engagements des différentes organisations, mais je suis d'accord que c'est faible, parce que vous n'avez aucun moyen de vérifier que ça s'applique. Et après, mais ça je parle sous votre contrôle, peut-être que je fais référence à ce qui a été dit sur Wikipédia, sur l'application de recommandations dont vous avez parlé. Je pense qu'on s'y protège aussi en développant les moyens de contrôle citoyen sur les réseaux sociaux des contenus qui sont mis en œuvre. Voilà. Et avec toujours la question du modèle qu'il y a derrière. Parce que si c'est le modèle de la modération à la Twitter, maintenant X, où il y a des notes en bas qui vous disent ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, c'est pas notre modèle à nous. Notre modèle à nous, il va s'apparenter davantage au modèle Wikipédia ou par les avis d'un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas des acteurs économiques, qui sont dans une position dominante. On va essayer de pouvoir limiter la propagation de faux contenus. Mais je suis d'accord pour dire que c'est insuffisant et que je pense que tout le monde est un peu démuni face à cette question, et en tout cas que ça va être une question centrale et importante. Je ne veux pas être trop long sur mes réponses, mais je ne veux pas en oublier. Voilà. Sur la propriété et les données, honnêtement, c'est une très bonne question. Je veux juste préciser que quand nous on dit que les données sont un travail humain aujourd'hui qui est approprié par des entreprises capitalistiques, on dit juste qu'elles piquent un travail humain, qu'elles valorisent de leur côté à notre détriment. On ne dit pas que nous, on devrait pouvoir le valoriser individuellement. Sur la question de la vente des données, etc. On dit juste que par contre, il y a un état de fait, c'est qu'en produisant des données, on produit le matériau à partir duquel des grands acteurs capitalistes vont faire leur profit. Après, est-ce que ça peut reposer la question de la propriété ? Franchement, je ne sais pas répondre à ta question, mais c'est une question très intéressante. Peut-être que vous aurez des choses à dire. Mais tu as raison, en tout cas, ça pose la question de qu'est-ce qui nous appartient vraiment, qu'est-ce qu'on produit. Donc oui, sans doute. Mais je ne saurais pas quelles seront les suites de cette remise en cause. Voilà. Les faux contenus, j'ai répondu. L'IA, l'attaque sur les réseaux sociaux. Sur la recherche publique sur le sujet. Alors là, moi, je donne un avis très personnel, mais pour connaître un peu en tout cas, ça pose vraiment la question de qu'est-ce que la recherche publique et de son importance, parce que les algorithmes dont on parle aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure, les premières réflexions sont au cours du siècle, les premiers algorithmes qui permettent de développer les technologies utilisées aujourd'hui, les premières recherches scientifiques sur le sujet sont dans les années 80, avec des chercheurs français d'ailleurs, je vais le dire ici, pas par patriotisme, mais parce que je pense que c'est une partie de ma réponse. Ça dit aussi qu'il y a eu à un moment en France une tradition avec des chercheurs, toute la discipline de ce qu'on appelait les mathématiques appliquées dans les années 60-70 a été en France un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, qui a donné lieu ensuite à plein d'applications. Donc ça valorise bien sûr le fait que c'est la recherche publique qui est à l'origine de tout ça. Mais là où tu as raison, c'est que les modèles alternatifs aux modèles des GAFAM aujourd'hui développés dans le cadre de la recherche publique ne sont pas du tout valorisés. Et là, par contre, c'est un champ sur lequel on a quand même des choses à dire, avec lequel je fais une analogie, mais de comment l'État favorise l'utilisation
des plateformes issues des organismes publics ou de la recherche publique, de la même manière qu'on disait dans notre programme de comment l'État va favoriser l'utilisation des logiciels libres plutôt que de l'utilisation des logiciels sous propriété capitaliste. Donc là, ouais, je pense qu'il y a des choses à développer d'un point de vue programmatique pour favoriser l'utilisation du résultat de ces recherches publiques. Et après, ça pose une autre question, mais auquel je ne vais pas répondre là, qui mériterait une conférence à part entière, qui est quel est notre modèle de recherche public, quelle place on laisse au privé dans l'influence sur le contenu des recherches publiques. Là, ça mériterait une conférence à part entière. Voilà, je réponds avec ce à quoi on est capable de répondre. Comme je vous ai dit au début de la conférence, c'est des sujets qu'on commence à traiter politiquement, il y a des sujets sur lesquels on commence à avoir des éléments de réponse. Il y a des sujets, on est tous confrontés à la question, et nous les premiers. Voilà. Merci. Merci à tous les deux. Bon, Alexandre qui répond, et après on prend on va prendre 2 questions, 2-3 questions qui restent, ensuite on fait chacun et on te laisse aussi la parole. Alexandre travaille avec le qui attend. Mais j'arrive. Il attend, c'est ça. Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Je voulais juste faire une remarque brève sur la question de ChatGPT et de la présentation de ces modèles comme des modèles désincarnés où l'humain ne serait pas présent. En fait, la raison pour laquelle ils ont explosé cette année, c'est justement parce que ces modèles, ils ont été passés à la moulinette de dizaines de milliers, non pas de Kenyans qui excluaient les contenus irrévérencieux, les insultes, ce genre de choses, mais qui ont été passés à la moulinette de jugements de valeur sur la qualité des réponses proposées, aussi bien d'un point de vue technique, logique, que d'un point de vue idéologique potentiellement. Et il y a vraiment une question sur la manière dont cet alignement, c'est le terme technique qui est utilisé, se fait, par qui et comment est-ce qu'on le contrôle. Donc il ne faudrait pas se dire que ChatGPT, c'est juste une intelligence artificielle neutre et un pur outil de continuation statistique, parce que ça peut être vu comme quelque chose de positif par les gens qui se disent « Ah ben finalement, peut-être que c'est juste neutre et qu'on n'est pas influencé ». Si on est influencé, et c'est une des raisons pour lesquelles ça marche. C'est parce que la valeur moyenne des réponses a été augmentée artificiellement comme ça. Mais ça, c'est juste une remarque que je voulais faire. La question que je voulais vous poser, c'est savoir pourquoi est-ce que cette conférence, qui a été très intéressante, est quasiment la seule dans tout le rassemblement qui porte sur des questions de science et de technologie. Et qu'est-ce que une des seules, on va dire, ou très directement, porte sur cette question-là, alors que les autres, elles touchent à des questions de science et technologie peut-être. Mais est-ce que finalement la gauche n'est pas un petit peu en retard toujours sur la droite? Vous avez dit vous-même que c'était un peu potentiellement en partie une réaction à le fait que la droite et l'extrême droite s'étaient emparés de la thématique. Est-ce qu'il y a à la France Insoumise une volonté de passer en tête et de s'emparer vraiment de ces questions science et technologie? Ou est-ce que c'est juste l'IA parce que c'est un outil électoral potentiel? Merci. Bonjour, donc moi je suis chercheur en informatique, bon, voilà. Et du coup j'ai une question, est-ce que vous avez une position par rapport au moratoire qui a été proposé sur l'IA? Et nous on a le point de vue qu'il y a une grosse rupture technologique quand même, puisqu'il est que, en fait là on a un peu tout mélangé, data, IA, informatique. Si on prend vraiment les applications IA qui sont les réseaux profonds, en fait, plus personne ne sait ce que fait la machine, contrairement à l'automatisation qu'il y a eu avant. Et c'est prouvé, en fait, hein, que si un cerveau, au niveau d'une profondeur 3, il ne sait plus suivre. Voilà. Donc, je pense qu'il faut se poser cette question-là. Enfin, techniquement, bon, ça rejoint un petit peu la remarque d'avant. C'est-à-dire qu'il faudrait que, techniquement, pouvoir bien se situer aussi par rapport des propositions qui sont faites, des positionnements par rapport au moratoire ou des choses comme ça. Bonjour, d'abord merci pour la qualité de cette conférence. Moi je voulais parler, alors sans aller jusqu'à l'intelligence artificielle, dans les nouvelles technologies, j'ai le sentiment que le droit du travail a pris du retard. Et je veux donner 2 exemples par rapport à ça. Dans des entreprises où il y a plusieurs groupes, plusieurs agences, au niveau des
des cadres supérieurs, ils vont créer des groupes de mails, des groupes de mails, des groupes de mails, qui fait qu'à l'arrivée, on reçoit, et c'est vraiment, une fois j'ai compté, c'est entre 250 et 300 mails par jour, dont la plupart ne nous concernent pas, mais on est bien obligé de les lire pour savoir s'ils nous concernent ou s'ils ne nous concernent pas. Et c'est une perte de temps, un facteur de stress énorme. Il y a aussi, on utilise aussi l'outil informatique pour faire ce qu'ils appellent des KPI, parce qu'ils font tout en anglais, hein, Key Performance Indicator, où après, en appuyant sur un bouton, on va savoir qui a fait combien de dossiers, combien le dossier rapporte, sans qu'il y ait nécessairement un rapport après humain ou une explication humaine par rapport à ces évaluations-là. Et là aussi, c'est source de stress, source de burn-out pour beaucoup de gens, et j'en suis le témoin assez direct. Voilà, merci. Merci. L'automatisation, ça a été bien indiqué, c'est en fin de compte l'introduction à l'intelligence artificielle, puisque c'est simplement un niveau qualitatif qui a été franchi. Cette automatisation, sa fonction, c'est d'essayer de réduire la baisse tendancielle du profit en permettant de produire des marchandises moins chères. Et en même temps, on réduit les nombres d'opératifs, comme on dit dans le langage économique, et donc c'est le système qui se mord la queue. Ce que moi je remarque avec ce dernier développement, c'est qu'il y a maintenant une baisse tendancielle de l'intelligence collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on parle du quotient intellectuel, indépendamment de la façon dont on le mesure ou ce qu'il représente, il y a maintenant des éléments qui prouvent que depuis 10 ans, aux États-Unis, la moyenne a perdu 6 points et en France, on a perdu 2 points. C'est-à-dire qu'en France, la moyenne, c'était 100, on est maintenant à 98 et aux États-Unis, on est à 96. Et ça, je pense, c'est une question qui demande à être, disons, pensée parce qu'elle est la traduction, disons, de ce qui se passe dans le cerveau des individus collectivement. Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis pour l'instant l'animateur du livret numérique à la France Insoumise. Donc juste pour, je vais faire rapide parce que je ne suis pas intervenant sur la conférence, mais en gros sur la question de la patrimonialisation des données à caractère personnel, c'était le sens de ta question. Dans le programme présidentiel et dans nos prises de parole au cours de la campagne présidentielle, nous nous sommes dressés contre la patrimonialisation des données à caractère personnel. Je suis moi-même délégué aux Nations Unies sur ces questions et je travaille beaucoup sur cette question, notamment qui a été abordée au Sénat il y a encore 2-3 ans avec des députés du centre ou de la droite qui proposent justement de patrimonialiser ces données. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que comme vos données sont un patrimoine, ça veut dire qu'il peut être cédé dans un système marchand. Or, nous estimons au sein du mouvement que les données font partie de l'intégrité numérique et de l'intégrité corporelle des personnes et qu'elle ne peut pas être cédée pour aucune somme d'argent. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. On a beaucoup d'ONG aujourd'hui qui militent pour la mise en place d'un RUD, un revenu universel de la donnée, c'est-à-dire cette capacité de vendre ces données à caractère personnel. Or, voilà, nous sommes clairement voilà, opposés à ça. J'espère que j'ai pu t'éclairer sur ça. Et juste rapidement, en 1 minute, si vous me le permettez, juste pour voilà, vous remercier déjà pour la qualité des interventions que vous avez fait et essayer de rappeler aussi peut-être quelques points qui n'ont peut-être pas, du coup, par manque de temps, été abordés, mais notamment la question géopolitique autour des enjeux de l'intelligence artificielle, puisque en fait la question technologique a toujours sous-tendu les luttes de pouvoir et a été un véhicule de puissance. Dès l'Antiquité, le papyrus était un support à la lutte des pouvoirs entre les différentes dynasties égyptiennes. Pourquoi? Parce que la question technologique, elle encapsule des normes et donc des visions du monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'une partie du conflit entre les États-Unis et la Chine se résout sur la scène de la question technologique et de la maîtrise de l'intelligence artificielle
de l'informatique quantique, etc. Et dans ce cadre-là, l'intelligence artificielle, il permet notamment, et c'est un élément un peu paradoxal mais qu'il faut remettre en cause, va renforcer un certain nombre de monopoles qui se constituent. Je vous prends un secteur très concret pour que vous compreniez, le secteur des assurances par exemple. Le devenir actuel du secteur assurantiel, c'est de parier sur l'intelligence artificielle et son caractère prédictif pour tenter de déceler des maladies, non pas pour l'intérêt général ou pour sauver des vies, mais pour essayer de détecter et d'augmenter les polices d'assurance, voire d'interdire d'assurance certaines personnes. Or, qui va avoir cette capacité de prédiction? Ça va être des gens qui ont déjà une force d'infrastructure et une force software en capacité de mettre en œuvre ça. Ce ne seront pas donc les assurances françaises. Ça va être Google, ça va être AWS, donc Amazon, etc., qui vont renforcer leur position de monopole dans le secteur assurantiel et qui vont pouvoir faire la pluie et le beau temps dans ce genre de secteur. Et puis, ça va être une dernière chose, renforcer les postures, par exemple, des salariés à l'intérieur d'une entreprise. Ceux qui maîtrisent les outils d'intelligence artificielle demain, tout comme hier ceux qui maîtrisaient l'outil informatique, vont devenir des sortes de super salariés qui vont peser davantage dans le système et dans le système de l'emploi qu'auparavant. Donc voilà, et pour terminer avec une phrase, juste dire que toutes les tentatives qu'il y a eu de faire des rapports, des livres blancs, au niveau notamment du Parlement européen, des textes qui ont été votés au Parlement, tout ça, ce sont finalement des approches procédurales avec de la soft law, c'est-à-dire de la loi très douce pour essayer d'influencer les entreprises, mais qui a été un échec total. Et donc, il faut revoir aujourd'hui les différents garde-fous et avoir une approche, et justement, j'attire ton attention sur ça, Manuel, on a construit un texte assez fort il y a 1 an et demi au sein du livret numérique sur les questions d'intelligence artificielle, dont on a fait déjà 4 conférences au sein des amphis, et donc on sera très heureux d'en discuter avec toi. Voilà, merci. Alors, il y avait beaucoup de questions, je me suis un peu perdue entre-temps. Non, sur la question... oui, enfin, bien sûr, pour votre remarque, tout à fait d'accord. Évidemment, il y a un paramétrage après coup dans la conception de ChatGPT et des autres gros modèles de langage, qui est ce qu'on appelle la phase d'apprentissage supervisé. Là encore, les mots ne sont pas forcément bien choisis, mais en tout cas, effectivement, il y a des humains, pour le coup, qui là sont pas des travailleurs du clic, mais sont les concepteurs même de ces technologies, qui dressent entre guillemets, les modèles de langage c'est pour ça que, comme vous le rappeliez, hein, il y a des normes qui sont encapsulées de toute façon dans ces technologies en permanence. Hein, il y a une petite phrase qui dit la technologie n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle n'est jamais neutre. C'est-à-dire que, quelle qu'elle soit, eh bien, elle véhicule toutes sortes de normes qui sont des normes humaines, hein, enfin, voilà, sociales, etc., économiques, technologiques, voilà. Et puis par ailleurs, même les calculs statistiques ne sont pas neutres, parce que les calculs statistiques, ils renforcent les moyennes, ils renforcent la majorité. Je veux dire, donc il n'y a pas de neutralité même dans le calcul. Sur le moratoire, sur l'IA, bon, moi je ne sais pas très bien quoi penser de ça. Ce que je crois, c'est simplement que, si vous voulez... Enfin, il y a un côté un petit peu ironique en fait dans cette situation où on va lancer sur le marché de manière disruptive une technologie et puis les mêmes qui l'ont lancée, ou en tout cas ceux qui travaillent à développer des technologies analogues, viennent dire quelques semaines plus tard qu'il faut arrêter toutes les recherches alors même qu'eux sont en train de développer des entreprises concurrentes. Donc tout ça me semble pas forcément très sérieux, surtout que on a vu en fait le même type de problème pour Facebook ou d'autres réseaux sociaux, où les concepteurs même de ces innovations interdisaient après coup à leurs enfants de les utiliser, et puis disaient attention, il faut surtout pas laisser ça se développer dans les sociétés. Oui, mais le problème c'est que c'est trop tard. Le problème c'est que ce qui est en question en fait, c'est l'innovation disruptive. Donc c'est la manière même dont on innove en fait. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui ont pour but c'est la croissance éclair, quoi. Donc il faut être la première sur le marché, il faut diffuser massivement la technologie pour prendre de la valeur en bourse, etc., etc. Et donc en fait, il n'y a pas de diversité technologique et il y a un modèle qui s'impose, etc. Bon, donc, et toujours les plus gros, ceux qui ont eu
le plus gros capital pour partir, etc., et qui ont pu attirer les investisseurs les plus puissants. Donc moi je pense que c'est ce modèle-là de l'innovation en fait qu'il faut remettre en cause, et c'est pas ce que raconte ce moratoire qui va forcément changer la donne, d'autant que, comme je disais tout à l'heure, il y a toute une mythologie dans le vocabulaire qui est employé de l'esprit numérique qui prend le pouvoir sur les humains. Et là, c'est encore une fois une manière de ne pas poser les véritables questions, en fait, et de ne pas poser la question de quelle politique de l'innovation on a, en fait. Qu'est-ce qu'on veut développer en termes d'outils, en termes de dispositifs, en termes de fonctionnalités techniques, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces technologies numériques. Voilà, je veux dire... Merci. Juste pour... et après, on s'arrêtera là. D'abord, dire... et Alexandre a bien fait de le rappeler en réponse peut-être à la première question, qu'il y a un livret numérique à la France Insoumise et qu'effectivement, il travaille depuis très longtemps sur ces questions. Il va organiser des ateliers et des conférences sur des amphis précédents. Donc, on ne découvre pas la question et on y travaille. Mes réactions visaient plutôt à dire tout à l'heure que dans l'espace médiatique, mais pas seulement nous d'ailleurs, je pense que en fait c'est des sujets qui sont souvent anglais ou présentés sous l'angle de superbe innovation technique et qui posent assez peu les questions politiques, philosophiques, éthiques sous-jacentes, et qu'il y a c'est pas facile d'arriver à créer le débat sur ces questions, et sans doute que ça doit être parmi nos priorités. Sur la question sciences et technologies dans les amphis, je ne sais pas s'il n'y en a pas suffisamment. S'il n'y en a pas suffisamment, il faudrait qu'il y en ait plus. Parce qu'en tout cas, l'objectif des amphis, c'est de faire en sorte qu'on essaye de s'enrichir des savoir-faire, des connaissances d'intervenants qui viennent de l'ensemble des domaines, et en particulier du domaine scientifique. Donc, en tout cas, je note la remarque comme étant quelque chose sur lequel on doit sans doute travailler pour les éditions suivantes s'il y a le ressenti qu'il n'y en a pas suffisamment. Sur la question du moratoire sur l'intelligence artificielle, bon, moi, je pense que notre responsabilité en tant que mouvement politique, c'est d'essayer de faire des propositions d'évolution de la loi et d'évolution des règles de manière générale. Or, l'arrêt du développement, en vérité, ne répond pas totalement à cette question. D'abord parce qu'il ne répond pas à la question de l'utilisation des algorithmes existants, qui pose quand même déjà un certain nombre de difficultés ou de risques. Et deuxièmement, comme ça a été dit, parce qu'il ne pose pas la question du sens du développement. Moi, je veux juste dire que, par contre, à travers cette question-là, il y a la question de ce qu'il y a dans la machine, de la question de la transparence des algorithmes, et que ça fait partie des recommandations qui sont dans les recommandations internationales qui, pour l'instant, ne sont pas mises en œuvre, celles dont je parlais tout à l'heure, notamment travaillées et adoptées par l'UNESCO, dans lequel on considère qu'une personne, elle doit avoir un droit sur ses données, pas le droit de le vendre, etc., ce que disait Alexandre, mais aussi une capacité de connaître comment les algorithmes, comment le résultat est produit, à partir de quel algorithme. Et donc cette question-là de transparence de l'algorithme est, à mon avis, une question très importante. Et dernière réponse, sur la question que tu as posée tout à l'heure, qui n'était pas directement sur l'intelligence artificielle, mais sur l'utilisation des mails, etc., en vrai, je pense que ça rentre exactement en résonance avec ce que je disais tout au début sur la question de comment on fait évoluer les droits des travailleurs pour être en capacité de pouvoir avoir des droits d'alerte, des droits de signalement, des droits opposables qui sont ouverts aux travailleurs ou à leurs représentants face à l'usage qui peut être fait du numérique sur les conditions de travail dans l'entreprise. Donc là, je pense que ça avance quand même un peu, mais c'est un sujet sur lequel les évolutions en matière du droit du travail et des droits nouveaux qui sont donnés aux représentants des salariés dans les entreprises pour défendre les salariés face à ce type de pression, ça me paraît être un sujet très important. Voilà, pour pas être plus long et laisser ensuite la conférence suivante, vous remercier beaucoup de votre présence, vous remercier beaucoup de votre éclairage. Merci beaucoup. À vous dire que c'est très important qu'on puisse échanger sur ce type de travaux, et souhaiter à tout le monde une bonne suite d'amphi.